Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Arthur Bénard, qui est le CEO de Vibely. Bonjour Arthur. Bonjour Benjamin. Bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et notamment ton parcours qui précède la création de Vibely? Ouais, donc moi j'ai créé la boîte avec deux amis d'enfance. On a fait ça pendant nos études. Donc le parcours qui précède, c'était les études Oui. finalement. Donc moi j'ai fait sortie de lycée, je suis allé en DUT en mécanique. J'ai ensuite enchaîné sur une école d'ingénieur qu'on a fait sur Lyon. Enfin, je dis on puisque mes deux associés avaient un peu un parcours similaire. Et pendant les études, on s'est investi dans l'associatif. On a remarqué des problématiques et c'est suite à ces problématiques que nous on a décidé de créer la boîte. Donc on l'a fait en parallèle des études et puis l'un dans l'autre, on a fini diplômé avec une boîte qui commençait à tourner, donc on s'est lancé dans l'aventure. Cool. Alors, j'aime bien revenir un peu sur les déclics et parce que ça paraît toujours très naturel et très fluide. Mais vous avez commencé ça sur un projet étudiant? Vous l'avez commencé comme ça en parallèle des études? Qu'est-ce qui vous a amené déjà à travailler sur le sujet, puis après à en faire une entreprise quelque part? Ouais, bah, c'est marrant que tu parles de déclic puisque c'est plein de déclics en fait qui se sont succédés. À la base, moi, j'avais pas forcément trop l'âme entrepreneur. Enfin, en tout cas, je le matérialisais pas. Mais je suis très curieux. Je m'investissais dans plein de projets. J'ai fait de la musique, beaucoup de sport. Et en fait, j'allais souvent très loin à chaque fois dans les disciplines, mais j'aimais bien toucher un peu à tout. Donc, je pense que c'est ce côté entrepreneur que j'avais pas forcément formalisé. À l'inverse, j'étais en coloc avec un de mes deux associés qui lui a toujours voulu entreprendre. Il lançait plein de projets, plus ou moins fondés à l'époque où on était jeunes. Et donc c'est lui finalement qui petit à petit m'a amené à comprendre un peu que ce sont des choses qui me plairaient. Et puis nous, donc on avait fait ce constat on va dire dans nos expériences associatives d'un manque d'outils de gestion, de communication, et c'est des choses qui commencent à nous travailler. On se disait, bah, pourquoi pas créer cette solution finalement. Et est venu le Covid, et donc on a eu naturellement beaucoup de temps. Ouais. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas utiliser ce temps pour concrétiser ce projet. Et en fait, bah, ça s'est fait de fil en aiguille. On a commencé par faire un cahier des charges, sonder le marché, comprendre en fait comment ça pouvait s'articuler. Et voilà, en fait, on s'est retrouvé propulsé dedans à une vitesse sans forcément voir les choses arriver en fait. Ok, excellent. Et bah, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi Vibely? À qui ça s'adresse? Et qu'est-ce que vous proposez à ces personnes? Alors, Vibely, c'est une appli qu'on déploie dans les campus étudiants Ok. qui a pour double objectif de simplifier le quotidien des associations étudiantes, donc leur permettre de gérer leur billetterie, les listings, les entrées, les cotisations, tout ce qu'ils ont à gérer, de le faire simplement pour qu'ils puissent gagner du temps, limiter les erreurs et se concentrer finalement sur l'organisation. Et de l'autre côté, on centralise toute la communication des différentes associations de l'école pour que l'étudiant ait un accès sur un seul et même endroit. C'est comme si c'était un canal, un réseau fermé propre à l'école sur lequel l'étudiant retrouve tout ce qu'il a à savoir pour une bonne intégration dans son cursus. D'accord. Donc, on a des utilisateurs qui sont les étudiants et des clients qui sont les différentes associations d'une école ou d'un campus, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez travaillé avec le BDE, avec le bureau des sports, avec quelque chose comme ça, et l'étudiant va avoir accès à toutes ces associations à travers une même interface. C'est un peu ça l'idée? Ouais, exactement, en quelque sorte, à la nuance près que les associations ne sont pas nos clients, c'est nos partenaires. D'accord. L'application elle est gratuite et nous, notre enjeu, c'est justement, bah, de la rendre accessible au plus grand nombre pour vraiment aider et dynamiser la vie étudiante sur les campus. Et nous, on vient apporter une dernière solution, on va dire un dernier service aux associations qui est le financement. En fait, on vient nouer des partenariats, nous, à grosse échelle avec la base d'utilisateurs et d'associations qu'on arrive à driver au travers de l'application. Et ces partenariats, on les propose aux associations qui vont, elles, effectuer un certain nombre d'actions en parallèle de visibilité qu'on peut apporter sur l'application. Et les associations sont rémunérées pour ces actions mises en place. Nous, du coup, naturellement, notre business model se tourne autour des entreprises qui vont nous payer pour le déploiement de ce type de campagne à grosse échelle. D'accord, très bien. Ok, c'est clair. Une question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des a priori ou des croyances erronées
qui circulent et sur lesquels tu voudrais éduquer notre auditoire. Ouais, complètement. La plus évidente, donc nous, on a levé des fonds l'année dernière, Ouais. démarche que moi, je menais principalement. On a levé 700 000 euros, donc on a terminé en octobre. Donc déjà, c'était un gros projet, ça nous a pris quasiment un an, donc on est assez content d'en être Félicitations. Ouais. arrivé à bout. Merci. Mais ce qu'on nous répétait souvent, donc principalement les fonds qui ont un peu d'historique et qui sont professionnalisés, nous disaient, bon, bah, le marché associatif, vous êtes gentils les cocos, mais il n'y a pas d'argent à se faire. Et, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas une... En fait, finalement, nous, le marché associatif et les étudiants vont être les utilisateurs de notre solution, mais c'est pas notre marché. Notre marché, ça va être la façon dont on permet aux entreprises d'atteindre cette cible qui est complexe d'atteinte, qui est l'étudiant. Et en fait, c'est assez compliqué à le faire comprendre. Donc, Mm. on a souvent tout de suite ce premier réflexe de oui, le marché associatif. En fait, non. Faut voir dans la globalité le business et voilà. Ok. Parce que c'est marrant quoi qu'il y ait cette objection-là, parce que naturellement, un moyen de réunir les étudiants, de leur donner accès à de la communication, etc. On peut penser à Facebook qui s'est créé originellement là-dessus et qui au final a élargi sa cible, est devenu enfin, avec une cible très large et du coup un peu plus difficile de savoir qui on cible. Après, il y a des outils de ciblage, mais vous, au final, vous êtes une niche là-dedans, comme il peut y avoir des sites généralistes sur la revente d'occasion comme Le Bon Coin, et puis il y a des sites beaucoup plus spécialisés qui s'adressent à des communautés bien précises. Vous, quelque part, vous pouvez permettre à des annonceurs de communiquer à une cible bien identifiée plutôt que à un peu tout le monde et n'importe qui, quoi. C'est ça l'idée? Ouais, complètement. En fait, les premiers freins qui viennent naturellement, c'est déjà les associations se renouvellent tous les ans. Donc vous allez avoir un effort considérable pour les Ouais. renouveler, les garder actives, etc. Ce qui en réalité est faux, puisque l'application est gratuite, ils en sont contents. Et d'une certaine façon, les habitudes, une fois prises, sont compliquées à venir casser. Enfin, en fait, s'ils arrêtent de travailler avec nous, les associations, bah, elles doivent recréer une page Facebook, recréer des pages Instagram, chacun doit reprendre des habitudes de communication. C'est compliqué. Donc en vrai, en l'état, et nous on le voit, il y a assez peu d'associations qui ne renouvellent pas. Donc ça ne vous demande pas d'efforts particuliers et tout se fait depuis l'application. Donc ça, c'est le premier frein. Et deuxième chose, on a pas mal de concurrents historiquement qui sont lancés en pensant mettre en place un abonnement qu'elles allaient vendre aux associations ou aux administrations. Et en fait, elles se rendent compte qu'il n'y a pas les fonds ou c'est C'est ça. Pour compliqué. le Du coup, coup, ils de ce n'arrivent pas à faire de côté-là, l'acquisition et ils il y a pas coulent. d'argent. Ouais. Ouais, exactement. Exactement. Donc en fait, c'est souvent ces a priori-là qui reviennent. Et donc nous, on a décidé d'avoir une approche qui est différente au niveau du business model et regarder comment on pourrait créer un genre de cercle vertueux entre justement des entreprises qui ont de grandes difficultés à atteindre cette cible et les associations qui ont des difficultés à se financer, à s'organiser et qui n'ont pas forcément de moyens. L'idée, c'était pas de leur en prendre, justement, mais de leur en apporter. Ouais, très bien. Et alors, donc tu disais que vous vous êtes lancé, enfin vous avez commencé à créer, on va dire, pendant la période de confinement, Covid, etc. Vous avez commencé à opérer quand et aujourd'hui vous en êtes où? Et puis je rajoute une question, ça tu peux dérouler le fil. Quelle est votre ambition? Où est-ce que vous allez? Donc, on va faire 10 ans, on va faire 10 ans de vie, on va dire 5 ans passés, 5 ans futurs. Euh, donc nous, on a commencé pendant les 2 premières années en parallèle des études, on va dire, à se concentrer principalement sur la validation de notre marché, du besoin, la création d'un premier prototype. Prototype qu'on a déployé dans une quinzaine d'écoles une fois diplômés. Donc c'était un peu voilà, c'est ce que je disais. À ce moment-là, on a dit non au CDI qu'on nous a proposé dans les stages qu'on faisait respectivement et on s'est dit on se lance à fond dans l'aventure. On a une quinzaine d'écoles, c'est top. L'année suivante, on avait 42 écoles. Cette année, on en avait 110. Donc, il y a une certaine saisonnalité. À chaque fois, ça se fait en septembre. On a une grosse arrivée d'utilisateurs. Donc là, à date, on a 110 campus, à peu près 1500 associations partenaires, donc une quinzaine par établissement. Mm. Puisqu'il n'y a pas que les étudiants et les soirées, il y a aussi le bureau des sports, le bureau des arts, le club cuisine. Il y a toute une diversité. Et on a à peu près 100 000 étudiants, on va dire, atteignables sur les différents campus, dont 70% qui sont actifs sur l'application. Ok. Et ça, c'est à Lyon principalement ou pas du tout? Partout en France. Ok. Partout en France. On a pas mal d'écoles à Lyon, parce que naturellement, on est de Lyon, donc c'est plus simple, mais non, partout en France. Ok.
Donc voilà pour ça. Donc on a une base qui est déjà suffisamment importante. On commence à travailler avec une petite dizaine d'entreprises. La mise en place d'actions généralement à l'année. L'idée, c'est de venir créer un écosystème dans lequel va évoluer l'étudiant qui vient le fidéliser à la marque. Donc une visibilité aussi bien sur l'application qui va être répétée toute l'année pour créer des habitudes que un bouche à oreille qui vient se créer dans les écoles, une communication qui est faite par les associations pour créer de la recommandation et vraiment familiariser l'étudiant avec la marque. Donc c'est vraiment ce gage de qualité et cette visibilité qu'on essaie d'apporter à nos marques partenaires. Donc voilà pour l'état des lieux, on va dire, actuel, et puis la levée de fonds qu'on a terminée fin d'année dernière. Et donc l'objectif, nous, à 3 ans, c'est d'atteindre 500 000 utilisateurs, ce qui nous fait doubler tous les ans pour les 3 prochaines années, ce qui me semble possible au vu de enfin, notre taux d'acquisition, les différentes stratégies marketing qu'on est en train de déployer, les retours qu'on peut avoir. On a de plus en plus de bouche à oreille, à peu près une association par semaine qui nous contacte pour en savoir plus, Ok. avec derrière un taux de signature assez important, du coup, naturellement. Voilà, donc ça se déploie plutôt bien. On est confiant sur cet objectif. Et puis, en fait, l'idée, in fine, c'est d'apporter un outil le plus largement possible qui vienne dynamiser la vie associative, apporter des moyens aux associations, permettre une meilleure intégration d'étudiants et, in fine, faire en sorte que l'étudiant passe les meilleures années de sa vie euh, bah, pendant ces années d'études, quoi. Ok. Top. Et quel type de d'annonceur vous avez et intéressé, enfin, parce on s'adresse plutôt à des entrepreneurs là ici, donc quel type Mmh. d'entreprise pourrait être intéressé ou alors vous avez identifié des créneaux, peut-être des secteurs sur lesquels vous prospectez principalement, ou je sais pas. Ouais, alors il y a, je dirais, deux axes principaux de communication. Le premier, ça va être tout ce qui va être communication, consommation, pardon, donc la mise en avant de services, de produits, de Ok. la vente en fait directe. Pas Et de le la deuxième, ça va être restauration, plutôt des tout choses ce qui comme ça est, ça peut être très, très vaste. On a travaillé avec Deezer, on a travaillé avec Fnac. Ça peut être voilà, des abonnements pour des logiciels, de la vente de vêtements, en effet. Enfin, c'est très large. Ok. Des produits bancaires. Enfin voilà, oui, il y a plein d'applications finalement. Tout ce que l'étudiant peut être amené à consommer dans son quotidien d'étudiant. Ok. Et qui certes en plus n'est pas le consommateur avec le pouvoir d'achat le plus important, mais justement il est en train de le construire en parallèle de construire ses habitudes de consommation. Donc c'est là que c'est intéressant de venir le catcher Ouais. aussi pour les marques. Donc toutes les marques qui s'adressent directement aux étudiants, donc service aux étudiants, toutes les marques qui ont un intérêt à communiquer auprès des étudiants pour les fidéliser dans le temps. Et puis on a un deuxième axe qui va être plutôt tourné RH et marque employeur. Ok. Donc soit pour les sociétés qui sont amenées à recruter beaucoup, soit pour les sociétés qui ont vraiment envie de montrer leur engagement auprès de la vie associative, puisque d'une façon ou d'une autre, ils contribuent Mm. aussi au bon développement de l'étudiant, de l'associatif. Et c'est un gage de qualité et un engagement qui est assez important. Ok. Top. Euh, Vous êtes lancé à trois. Aujourd'hui, vous avez des salariés. Comment est-ce que toi, tu as vu ou tu vois ton rôle déjà évoluer, ton rôle de dirigeant? Est-ce qu'il y a une évolution ou pas? Est-ce que c'est pareil? Voilà. Ah ouais, complètement, c'est fou. Fou dans le sens où en septembre 2022, en 2023, il y a 1 an et demi, grosso modo, on prenait nos 2 premiers alternants. Donc on est passé de 3 à 5. Là, on est 11. Donc ça veut dire qu'un an plus tard, on a vraiment doublé, quoi. On a dû se répartir mieux les tâches, on a dû apprendre à déléguer, on a dû, on va dire, segmenter la boîte avec des niveaux de responsabilité. C'est c'est sportif, c'est super intellectuellement stimulant de manager, de comprendre les envies des gens, de pouvoir aussi se dire qu'on les intègre à notre aventure. On aime bien voir ça comme une aventure, en fait. Donc leur partager des valeurs, comprendre leurs besoins, leurs envies, voir comment en fait en équipe on peut faire évoluer la boîte tout en étant chacun en phase avec ses valeurs, ses envies, sa volonté d'évolution, etc. Donc ça, on essaie d'être vachement à l'écoute, d'autant plus qu'on est jeune, donc on manage des gens qui sont plus vieux que nous la plupart du temps, parce qu'on a 25 ans. Donc voilà, c'est un sacré challenge, mais c'est une belle aventure. Cool. Qu'est-ce que ça t'a appris jusqu'à maintenant?
La communication. La communication, c'est important. Ouais, c'est très bête, mais juste se dire les choses. On ne devine pas l'état d'esprit de la personne quand on va lui faire un feedback, ce qui peut se passer sur le perso, ce qui peut. Et je pense qu'il y a instaurer une politique où la communication est fluide, ça résout trois quarts des problèmes. Enfin, j'ai peut-être pas confronté suffisamment de problématiques dans cette année pour en être conscient, mais en tout cas, je remarque la force que ça peut avoir d'être vraiment transparent et de se dire les choses, tout simplement, Ouais. avec Ouais, bienveillance. la communication est souvent effectivement une solution à pas mal de problèmes et inversement un problème de pas mal de situations quand il y a un manque de communication ou une mauvaise compréhension. Effectivement, c'est une clé assez fondamentale. Qu'est-ce que, quand tu te projettes par rapport à votre ambition, quel est à l'inverse l'apprentissage ou la connaissance que tu aurais déjà envie d'avoir et qui te permettrait d'aller plus vite? Ouais, alors je sais pas si c'est des problématiques sur lesquelles je travaille actuellement et donc c'est pour ça que ça me passe à l'esprit ou si c'est vraiment des points sur lesquels je peux progresser dans le temps, mais on va être confronté à des sujets de structuration naturellement, de mise à l'échelle, de mise en place d'une organisation aussi à plus grosse échelle qui va être pérenne. Et donc on a pas mal de travail de structuration, de processisation, d'automatisation et tout ça, ça passe par des jeux de data à automatiser, des informations qu'il faut centraliser, ne pas perdre, utiliser à bon escient, etc. Et donc j'ai un gros travail en ce moment moi, de structuration et, toutes les boîtes passent par là, je pense. Donc c'est pour moi un peu la next step. Enfin voilà, tout mettre à l'échelle, quoi. Donc un management à plus grosse échelle, une structure finalement qui grossit, quoi. Yes. Et donc faire ça de la meilleure des façons pour que tout le monde y trouve son compte, que les clients même mis à l'échelle, on va dire, gardent le même niveau de qualité, ce genre de choses. Excellent. Ouais, ouais, C'est très bien. l'objectif premier. Ouais, alors tu dis tout le monde passe par là. Ceux qui déjà arrivent à cette étape-là potentiellement passent Oui, par là. Mais il y en a pas mal qui restent au final sur une entreprise qui est plutôt un job qu'une entreprise, c'est-à-dire qui se créent leur emploi et qui passent pas à cette phase de structuration, ce qui est souvent d'ailleurs, pas ce qui est OK, mais parfois on est bloqué dans cette phase. Ça crée un plafond de verre de pas faire cette structuration parce qu'on peut avoir l'impression, peut être accompagné aussi de croyances sur le fait que justement structurer, automatiser, systématiser, c'est un peu perdre l'âme du démarrage de l'entreprise où on n'était pas très nombreux, etc. Et il y a pas mal d'entreprises qui bloquent à ce niveau-là. Donc c'est intéressant que tu identifies ça toi comme un challenge et comme une évidence quelque part. ouais. Oui, et puis d'autant plus que quand on est dans l'opérationnel, on a aussi, enfin, c'est du temps à prendre en fait pour mettre en place tout ça. Donc on se dit, bah, est-ce que je vais le mettre en place? Mais pour moi, je pense qu'une fois que c'est mis en place, c'est de l'or, quoi. Ça permet derrière aussi de le déléguer, de pouvoir grossir, quoi. Ouais, top. Mais oui, oui, c'est des étapes qui sont complexes, ouais. Mm. Comment est-ce que toi t'apprends ces choses-là? Ce que tu as appris, ce que tu prévois d'apprendre, c'est quoi ton approche? C'est très, très aléatoire, mais je lis pas mal. Ok, On est accompagné par un accélérateur avec lequel on a des points assez réguliers. On a donc du coup, suite à notre levée de fonds, mis en place un board qu'on questionne assez fréquemment sur plein de sujets. Euh, je teste pas mal de choses et je discute avec pas mal d'acteurs. Donc des gens à des stades d'évolution différents, mais c'est pas que sur le métier d'entrepreneur, mais c'est aussi sur sur la connaissance marché, sur des pratiques marketing. Enfin, c'est très, très, très large en fait. Mais à chaque fois, il y a des petites bribes d'informations à tirer de chaque échange. Et ça construit, je pense, un peu une connaissance globale yes, de l'entrepreneur, quoi. très bien. On arrive déjà à la fin d'un format qui est assez court. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et sur lequel tu voudrais t'exprimer? Bah, tu parlais de l'importance entre, enfin, j'allais dire la vie perso, la vie pro, mais c'est pas comme ça que tu m'avais introduit. C'est plutôt comment adapter son travail à sa vie perso, donc être en accord avec ses valeurs. C'est de plus en plus des questions qu'on se pose, nous trois cofondateurs, parce que c'est vrai qu'en fait, pendant 5 ans, tu donnes toute ta vie à ta boîte et tu passes un certain nombre d'heures, tu recrutes des gens qui sont payés plus que toi. Enfin, ouais, c'est ce qui est assez classique. Et à un moment, tu te dis, OK, quelle est l'issue, enfin, pas l'issue, mais comment je vois l'entreprise évoluer. Et je pense que c'est des questions super importantes à se poser et même voir dès le début. Donc, est-ce qu'on va rechercher un scénario de revente pour s'éclipser? Est-ce que
Est-ce qu'on veut pousser la boîte au maximum et puis prendre un peu de recul par rapport à celle-ci? Est-ce qu'on veut la déployer sur un maximum de front, développer des verticales, etc. Bon, je pense que c'est des questions super importantes à se poser au début et surtout à trois, enfin, Ouais, avec tous les cofondateurs qui peuvent avoir des envies qui vont évoluer dans le temps, donc en bien discuter sûr. aussi assez fréquemment, c'est super important. Ouais, donc on retrouve encore la communication et puis un principe Mm. que j'aime bien, qui a été notamment bien expliqué dans un livre qui s'appelle Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Je ne sais pas si c'est un bouquin que tu connais, de Stephen Covey. Ok, C'est le titre traduit en, en français et qui parle notamment d'un des principes qui est commencer avec la fin en tête, c'est-à-dire bien se projeter sur effectivement où est-ce qu'on veut aller en ayant le point d'arrivée, même si évidemment il peut changer. J'aime bien prendre l'exemple de Christophe Colomb qui avait son idée de découvrir, en l'occurrence la route des Indes, il a découvert la route vers les Amériques, mais quelque part, s'il n'avait pas cet objectif-là en tête, il aurait jamais entrepris la traversée. Donc, ça n'empêche pas de changer en cours de route d'objectif, mais effectivement, de travailler avec la fin en tête, c'est un peu ce que tu décris. Où est-ce qu'on va? Quelle est la finalité, la raison d'être aussi de l'entreprise, de soit en tant qu'entrepreneur à la tête de l'entreprise. Ouais, hyper intéressant, tous ces sujets-là que souvent beaucoup d'entrepreneurs se disent bah, j'ai pas le temps de prendre le temps de travailler sur ces sujets-là et se retrouvent un peu dans la roue de hamster pendant un petit peu trop longtemps, un peu plus que les 5 premières ouais, années. Ouais. non, c'est clair, c'est clair. Puis manque d'informations parfois aussi sur. Alors, c'est cool de se faire acheter, mais en fait, qui achète, combien, comment ça se fait, c'est aussi pareil, c'est des choses qu'on connaît pas, donc C'est aussi des compétences à pas développer, toujours ouais, évident. Ouais. effectivement. Mhm. Top. Très bien. Eh ben, écoute, Arthur, merci beaucoup d'avoir partagé cette super aventure, cette aventure collective et qui se développe. Hâte de voir plus étudiants, mais quand mes filles seront étudiantes, peut-être qu'elles utiliseront ça. Et puis, je pense, ouais, c'est super marché. Merci de nous avoir partagé ça. Appel à toutes les entreprises qui veulent communiquer auprès des étudiants. Apparemment, il y a un canal bien identifié et bien spécialisé. Donc, on mettra les coordonnées pour te joindre et joindre l'entreprise en commentaire de l'épisode. Super. Bah, merci Benjamin pour Merci, les Arthur. questions, la pertinence et l'échange. Avec plaisir. À bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao.